c'était la grande affaire de Benjamin Netanyahou, empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire, rentrer dans l'histoire de l'État d'Israël, même du peuple juif, comme étant celui qui aurait empêché le régime des Mollahs de se doter de l'arme ultime. Et avec cet accord, on imagine mal comment cet objectif pourrait être atteint. L'accord signé entre Washington et Téhéran suscite de vives inquiétudes en Israël et puis au-delà des questions sécuritaires et diplomatiques, cet accord pourrait avoir des conséquences politiques importantes quelques mois des élections ici en Israël. Benjamin Netanyahou, qui a fait de la lutte contre le programme nucléaire iranien l'un des marqueurs de sa carrière politique, se retrouve aujourd'hui face à un accord soutenu par Donald Trump, son principal allié sur la scène internationale. Pour analyser les conséquences politiques de cet accord et de cette nouvelle donne, nous sommes très heureux de recevoir Dror Even-Sapir, journaliste et analyste politique. Dror, bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kedita. Bienvenue sur Studio Bonjour. Kedita. Bonjour Olivier. Alors, ma première question, quelle est aujourd'hui la lecture dominante de la classe politique israélienne après la signature de cet accord ? Vous trouverez vous ne trouverez pas en fait Ouais. de membres de la classe politique israélienne pour se féliciter de cet accord, bien évidemment. Et quelles que soient les opinions politiques des responsables, quelles que soient les opinions politiques des citoyens, on est tous très très inquiets, puisqu'aujourd'hui on connaît quelles sont les clauses. Alors, c'est pas tout à fait un accord d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un protocole d'accord, un accord cadre, donc des grands principes qui sont mis sur le papier et qui devront servir de base de discussion entre Américains et Iraniens. Donc c'est très succinct, c'est formulé en termes très généraux, mais en dépit de cette particularité, eh bien, à la lecture des clauses de cet accord cadre, encore une fois, euh, on ne peut qu'être inquiet par le flou autour du programme nucléaire de l'Iran, puisque l'Iran réaffirme sa volonté de ne pas rechercher l'arme nucléaire. Mais c'est pas nouveau, elle a toujours fait. Simplement, on sait que en coulisses, que derrière les déclarations, les grandes déclarations de principe, l'Iran s'activait pour obtenir l'arme nucléaire. Pas un mot sur le parc de missiles de longue portée de l'Iran, sur son programme balistique, avec un Donald Trump qui affirme hier, c'est proprement hallucinant, que bon, il est plutôt normal que l'Iran dispose de missiles. Quand on est israélien et Ouais. qu'on écoute le président américain, censé être le plus grand ami d'Israël, s'exprimer de cette manière, on ne peut qu'être à la On fois peut être inquiet. stupéfait et inquiet. Et puis, il y a un autre aspect qui est crucial, ou deux autres aspects qui sont cruciaux et qui vont ensemble. L'argent. Beaucoup d'argent rentreront dans les caisses du régime des Mollahs. Avec le dégel des avoirs qui, lui, est immédiat, la levée des sanctions qui dépend des résultats des négociations de 60 jours, notamment sur le nucléaire. Et puis un programme d'investissement massif Oui, dans 300 l'économie milliards. iranienne. Tout cela va renforcer le régime des Mollahs et va lui donner une sorte de légitimité internationale. Il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Alors, Benjamin Netanyahou a construit une grande partie de son image politique et c'était un cheval de bataille très important pour lui autour de ce dossier iranien. Comme vous le dites, cet accord, en tout cas, ce qui se profile de ce qu'on sait de cet accord et de ce qui a été signé cette nuit, est vraiment mauvais pour Israël. Tout le monde est d'accord pour le dire. Est-ce que, d'après vous, c'est un échec personnel pour le Premier ministre ? Ah, oui, et il y a une dimension personnelle, effectivement. Vous avez bien fait d'insister sur le fait que c'était la grande affaire de Benjamin Netanyahou quasiment depuis, non, pas tout à fait, mais en tout cas depuis plusieurs décennies pour Benjamin Netanyahou, empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire, rentrer dans l'histoire de l'État d'Israël, même du peuple juif, comme étant le dirigeant qui aurait empêché le régime des Mollahs de se doter de l'arme ultime, alors que le régime des Mollahs bien déclare, c'est dans son ADN idéologique, qu'il est en faveur de la destruction de l'État d'Israël. C'est l'affaire de sa vie pour Benjamin Netanyahou. Et avec cet accord, on imagine mal comment cet objectif pourrait être atteint. Donc, il y a une dimension personnelle. En son fort intérieur, qu'est-ce que le Premier ministre est en train de se dire? Parce que là, l'échec, il est patent. On peut effectivement parler de fiasco. Euh,
Alors, est-ce que Benjamin Netanyahou est en train d'accepter le fait qu'il a échoué? Et est-ce que Benjamin Netanyahou ne va-t-il pas en tirer les conséquences politiques? De plus en plus de gens, et davantage qu'il y a encore quelques jours, envisageraient que peut-être Benjamin Netanyahou ne se représentera pas aux prochaines Hmm. élections. À mon avis, c'est peu probable. Ouais. Ça reste très peu probable, justement parce qu'il ne veut pas sortir sur un échec Hmm. et que donc il va essayer avec d'autant plus de force de rester au pouvoir et de remporter les prochaines élections. Mais les sondages ne sont pas bons. Ouais. Donc comment Benjamin Netanyahu va se tirer de ce mauvais pas? Mais est-ce que justement, il ne pourrait peut-être pas utiliser justement cet échec à son avantage en disant, voilà, qu'on a été d'une certaine façon trahi par les États-Unis et par Donald Trump, et que c'est la seule personne aujourd'hui dans le monde politique israélien qui est capable quand même d'assurer la protection, la sécurité de l'État d'Israël grâce justement à son expérience. Est-ce que c'est pas peut-être un argument que Benjamin Netanyahu risque d'avancer? Oui, et c'est probablement un argument qu'il va avancer, mais avec quelle crédibilité? Vous savez, il y a deux énormes, il y en a plusieurs, mais ces dernières années, il y a deux énormes fiascos dans la politique de défense d'Israël. Il y a le 7 octobre, qui était Premier ministre, Benjamin Netanyahou, et il y a cet accord entre les États-Unis et l'Iran, alors que Israël avait effectivement été parvenu, Benjamin Netanyahou lui-même, à convaincre Donald Trump de lancer cette attaque sur le régime des Mollahs. Mais c'est un fiasco, encore une fois. À l'heure où nous parlons, il peut se passer énormément de choses au Oui. Moyen-Orient. Est-ce que les négociations vont échouer? Est-ce que, comme Trump le dit et le redit lui-même, bah, si les négociations échouent, je donnerai à nouveau l'ordre de bombarder Israël, de bombarder, pardon, voilà, quel lapsus, de bombarder l'Iran. De bombarder l'Iran. Mais c'est crédible, cette menace du président américain. On sait, on a compris, et certains Israéliens, malheureusement, ne le découvrent que maintenant, que Donald Trump n'est pas un président sioniste. D'ailleurs, contrairement à son prédécesseur, qui était peu apprécié ici, mais Joe Biden était un véritable sioniste. C'est de cette manière qu'il se définissait lui-même. Oui. Non, le seul allié de... euh, et j'allais dire le seul ami de Donald Trump, c'est son compte en banque. Bon, c'est une formule un petit peu à l'emporte-pièce. Mais tout de même, Donald Trump essaye d'avoir les meilleures relations possibles avec les pays qui ont de l'argent et qui en ont beaucoup. Ce sont Mhm. les pays du Golfe au Mhm. Moyen-Orient. Et les pays du Golfe au Moyen-Orient, qu'ils soient d'ailleurs proches d'Israël comme les Émirats ou très éloignés d'Israël comme le Qatar, ces pays-là, eh bien, ne voulaient pas que la guerre avec l'Iran s'inscrive dans la durée. L'Arabie Saoudite peut-être moins, hein, c'est autre chose. Ne voulaient pas que la guerre avec l'Iran s'inscrivent dans la durée parce que ça leur coûtait cher également, notamment concernant le tourisme, etc. Et les coûts du pétrole, c'est ce qui compte pour Donald Trump. Ouais. C'est pas l'intérêt sécuritaire d'Israël. Donc un scénario où Donald Trump redonnerait l'ordre aux avions de chasse américains de frapper l'Iran, c'est un scénario tout de même auquel Mhm. En quelque peu de sorte, gens ne Donald croient. Trump, qui était le principal, on va dire, ami, a surtout un avantage pour Benjamin Netanyahu, est devenu aujourd'hui presque un inconvénient, presque quelque chose qu'il voudrait ne pas avoir à fréquenter pratiquement. Et je vais vous donner une anecdote, Olivier. Dans les cartons du Likoud, il y avait des éléments de campagne, notamment des clips et des visuels, qui montraient à quel point Donald Trump et Benjamin Netanyahu étaient proches et à quel Ouais. point Benjamin Netanyahu pouvait convaincre Donald Trump d'agir en faveur de la sécurité d'Israël. Ben, bien évidemment, ces éléments Mhm. de campagne électorale On va être ont été éliminé. jetés à la poubelle. Alors, je voudrais, pour terminer, Dror, qu'on parle peut-être aussi un petit mot de l'opposition de Naftali Bennett et de Yair Lapid et des autres. Pour le moment, on a entendu un peu Yair Lapid, pas beaucoup Naftali Bennett. De quelle manière ils peuvent utiliser ce qui s'est passé à leur avantage? Oui, non, on a tout de même entendu les principaux leaders de l'opposition. Ils ont parlé de fiasco, ils ont parlé de déconvenus géopolitiques de grande ampleur. Alors c'est intéressant, vous avez cité Lapid et Bennett, mais celui qui a le vent en poupe aujourd'hui dans l'opposition, c'est ni Lapid ni Bennett qui chute dans les sondages, c'est Gadi Eisenkot. Gadi Eisenkot, contrairement aux deux politiciens que je viens de nommer, c'est un ancien chef d'état-major, c'est un général, c'est quelqu'un qui donc est censé connaître les questions sécuritaires et géopolitiques. C'est un atout de plus pour Eisenkot.
qui a le vent en poupe, encore une fois, dans les sondages. Donc oui, ce sera l'un des arguments de campagne de l'opposition à Benyamin Netanyahou. Alors Benyamin Netanyahou, c'est véritablement un communicant hors pair. On a vu comment il pouvait retourner des situations dans des campagnes électorales qui s'annonçaient difficiles pour lui. Mais celle-ci, c'est sans doute celle qui s'annonce la plus difficile en tout cas l'une des plus difficiles parce qu'il a déjà perdu le pouvoir à deux reprises, Ouais. l'une des plus difficiles pour Netanyahou, avec un bilan en matière sécuritaire, en matière de politique étrangère, qui n'est pas à 100% catastrophique, parce que l'armée israélienne a quand même marqué des points. Mais tout de même, en termes de géopolitique, Israël qui risque de perdre son allié le plus Mm. précieux. Mm. Est-ce qu'on peut envisager une seule seconde la sécurité israélienne, le financement de l'effort de défense israélien sans l'allié américain? On a Mm. l'habitude de dire que du côté des démocrates, c'était fini, parce qu'ils étaient devenus en grande partie très hostiles à Israël, surtout depuis la guerre dans la bande de Gaza. Mais là, on réalise qu'également du côté républicain, avec cette tendance à l'isolationnisme, avec un Trump qui, encore une fois, ne regarde que son compte en banque et celui de ses amis et de ses proches, c'est pas gagné non plus. Mm. Donc c'est vertigineux. Quels seront les arguments de campagne dans ces conditions de Benjamin Netanyahu, qui s'est toujours présenté comme étant le monsieur sécurité? Voilà, en tout cas, L'opposition a un argument de plus, et il y en a d'autres, hein, entre le problème des Haredim, l'entourage de Benjamin Netanyahu, en tout cas certains des conseillers payés par le Qatar, mm, you name it, comme on dit en anglais. il y a beaucoup de points et ça va promettre une campagne électorale assez intéressante et assez houleuse, je suppose. Mais bon, Oui. en même temps, on a l'habitude. Vous avez En le sens Israël. de la litote. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Dror, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité. Je vous en Bonne prie. journée à vous. Bonne journée.